Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une telle polarisation suite à ce qui s'est passé à la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on peut encore, d'une certaine manière, parler aux Russes au-dessus de Poutine? De toute manière, c'est absolument impossible à court terme. Non, c'est pas impossible. Tout ce qu'il y a, enfin, les meilleurs des journalistes russes sont aujourd'hui installés à Berlin ou dans l'un ou l'autre des pays baltes, pour la plupart, hein, Berlin ou les pays baltes. De ces pays, ils animent des sites qui sont extraordinairement lus aujourd'hui en Russie, plus qu'ils ne l'étaient quand ces sites émettaient, je ne sais pas comment on dit, un site émet ou un site diffuse à partir de la Russie même. Parce qu'aujourd'hui, cette presse russe de l'émigration, de la nouvelle émigration russe, incarne l'opposition. Et je ne crois pas du tout que le soutien de la population russe à Poutine soit aussi fort qu'on le dit. J'en donnerai comme preuve, ou en tout cas comme indice, une chose. Si M. Poutine était aussi certain du soutien de la population à son agression contre l'Ukraine, est-ce qu'il aurait interdit, dans les semaines qui ont suivi son agression, est-ce qu'il aurait interdit sous peine de 15 ans de prison l'emploi du mot guerre? Est-ce qu'il enverrait M. Karamurza, intellectuel que je connais personnellement, francophone d'ailleurs, et anglophone bien entendu, est-ce qu'il l'aurait envoyé, je crois que c'était 25 ans de prison, pour avoir pris position dans un article contre l'agression de l'Ukraine? Pas pour avoir appelé à manifester, pas pour être descendu, lui, avec un petit drapeau dans la rue, non, pour avoir écrit un texte. Haute trahison, machin, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que M. Poutine fait ça? Parce qu'il faut qu'il terrorise la population. Il faut qu'il désarme toute idée d'opposition. Il y a une quinzaine de grands dirigeants d'entreprises, pas propriétaires d'entreprises, dirigeants, managers de grandes entreprises russes, qui se sont suicidés, imaginez-vous, depuis l'agression de M. Poutine contre la Russie. Oui, ils sont beaucoup tombés de leur fenêtre. Exactement. Exactement. Ils avaient tous le vertige, ils sont tous tombés d'une fenêtre, et avant de tomber par la fenêtre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient femmes et enfants. C'est un vrai suicide. Un vrai suicide. Pourquoi est-ce qu'on les a balancés par la fenêtre? Et pourquoi est-ce qu'on a tué? Poutine a fait tuer leurs femmes et leurs enfants. Tout simplement pour terroriser cette classe sociale, enfin les managers, qui sont effarés évidemment par ce qui se passe et par la ruine dans laquelle on plonge ce pays. Alors quand on me dit, quand on nous dit, quand les articles disent, et c'est vrai, mais il y a des sondages qui donnent un soutien de 60%, 50%, 70%, etc. Mais écoutez, je suis étonné que ça ne soit que 70%. Parce qu'enfin, je m'appellerai Nikolai Alexandrovitch Popov. Je vivrai à Saint-Pétersbourg. Drink, drink, bonjour monsieur. Ici l'Institut Levada, petit sondage. Est-ce que vous aimez Vladimir Poutine? Moi, aimer Poutine? Mais absolument pas. J'adore Poutine. Évidemment. Enfin, écoutez, vous allez répondre en ce moment à un enquêteur qui probablement d'ailleurs est un homme honnête. Mais enfin bon, on ne sait pas. Non. Je ne crois pas du tout à cela. Je ne crois pas du tout au soutien aussi massif de la population. Et puis, nous sommes entre Français dans cette librairie française. Pendant l'occupation, combien de Français descendaient dans les rues pour manifester? Je ne sais pas, j'ai dû oublier toutes les manifestations qu'il y avait eu pendant l'occupation en France. Écoutez, c'est la même chose en Russie aujourd'hui. Alors, puisque nous sommes... Et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la peur.
puisque nous sommes entre Français, justement, la France et la Russie, alors vous racontez au Parlement européen la suspicion permanente qu'ont beaucoup d'Européens vis-à-vis des Français, et auxquels vous êtes heurtés parfois, qui vous agaçait parce que vous n'étiez pas dans cet état d'esprit, où en fait, on a l'impression que la France a du mal à trouver une politique russe, et les Français sont toujours suspectés, on l'a vu avec les tentatives de Macron de promouvoir des discussions avec Poutine, sont suspectés d'une alliance de revers pour faire face aux États-Unis, parce qu'il y a toujours ce fond d'anti-américanisme, ou cas de méfiance par rapport aux États-Unis, et donc prêt à faire une alliance avec la Russie sur le dos d'ailleurs des pays d'Europe centrale orientale ou des pays baltes qui sont très virulents parfois, notamment les Baltes vis-à-vis de la France sur ce plan-là. Et en même temps, vous le dites dans votre livre, je crois qu'il y a cette formule, vous dites la Russie est l'autre moitié de l'Europe. Donc il faut quand même essayer de parler avec elle ou de construire des choses avec elle. Donc comment est-ce que quelles sont ces difficultés et comment sortir de cette espèce de politique russe introuvable côté français ou difficile à définir en tout cas? Écoutez, nous avons un problème en Europe centrale et en Europe de l'Est d'une manière générale. Il s'appelle le général de Gaulle. Le général de Gaulle a développé une politique je ne dirais pas de main tendue, mais de dialogue avec les pays qui étaient des pays européens qui étaient à l'époque communistes, c'est-à-dire à la fois avec les démocraties populaires, deux mots, deux mensonges, disait-on dans les démocraties populaires, mais c'est-à-dire les pays d'Europe centrale dominés par l'Union soviétique, mais aussi avec l'Union soviétique. Le général de Gaulle, quand il a développé ce dialogue, et ses successeurs, est-ce qu'ils ont jamais soutenu ces régimes? Enfin, soyons sérieux une seconde. Le général de Gaulle n'a jamais prononcé les mots Union soviétique. Quand il était très 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 fâché contre les dirigeants soviétiques, il disait les soviets. Et autrement, il disait la Russie. Parce qu'il n'a jamais cru, lui, à l'éternité du régime communiste. Et puis les successeurs, enfin, qui a dit au Bundestag, les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest? François Mitterrand. Qui a été le premier à se ranger aux côtés des Américains au moment de la crise de Cuba, au moment où les autres Européens rentraient la tête dans les épaules? On ne s'en souvient pas, mais ils rentraient la tête dans les épaules. Le général de Gaulle. Qui a prononcé le nom de Sakharov, à l'époque enfermé dans un studio à Gorky sans le téléphone, et qui a prononcé le nom de Sakharov dans un dîner d'État au Kremlin? François Mitterrand. Ça suffit, cette accusation ridicule, mais il y a ce sentiment, parce que la France est accusée, à tort encore une fois d'ailleurs, d'anti-américanisme, la France se pose en rival des États-Unis. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire être anti-américain, pas du tout, enfin je ne crois pas. On pourra en débattre si vous le souhaitez tout à l'heure. À cause de ce supposé anti-américanisme de la France est supposée être l'ami de la Russie. Mais alors là, et des régimes en place, naturellement. Et là, oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. Moi, je m'y suis heurté quand je suis allé faire une tournée 6 mois après mon élection dans les pays baltes et en Pologne. Et pourtant, en Pologne, je suis connu comme vraiment quelqu'un qui, lorsque j'étais correspondant, a soutenu très très activement Solidarité et avec une certaine flamme même. Le souvenir en reste vif à Varsovie. Mais malgré cela, cher Bernard, non, on sait que vous êtes un homme convenable, mais vos compatriotes, alors là, bon, la France, mais non, pas la France, mais si, mais bon, et là, on a un vrai problème. Je me plaide dans la majorité aujourd'hui pour que la France propose un candidat à la succession de M. Stoltenberg, patron de l'Alliance Atlantique. Parce que cela désarmerait
beaucoup de cette suspicion. Or, nous pouvons aujourd'hui présenter un candidat, il ne serait pas choisi, mais nous pouvons présenter un candidat. Pourquoi? Parce que, et là on en vient à l'autre grand sujet du livre, même le grand sujet du livre, parce que la défense commune est aujourd'hui en marche. Est aujourd'hui, on en jette les bases jour après jour. Dès lors qu'il y a une défense commune, dès lors qu'il y a en pointillé une défense européenne, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir renforcer, non seulement pérenniser, mais renforcer l'Alliance Atlantique. Parce que la défense commune européenne, à terme, doit devenir tout simplement le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Alors merci, vous avez fait justement la transition avec la partie, enfin, un des deux grands thèmes du livre, en effet. Donc on passe à l'Union européenne et à peut-être son renforcement politique. Alors on pourrait évoquer qu'il y a 4 points, il y a eu 4 événements majeurs, comme ces 4 événements majeurs ces dernières années, qui évidemment ont, d'une manière ou d'une autre, et de manière assez involontaire, donné un petit coup de boost, ou en tout cas ont influé sur l'avenir de l'Union européenne. Il y a eu le Brexit, on en parlera, mais peut-être après si vous voulez bien, le Covid aussi, qui a joué un rôle, la guerre en Ukraine, on en a déjà parlé, parce que là aussi les Européens ont réussi à faire un certain nombre de choses, vous l'évoquerez aussi. Et le quatrième thème, ça permet justement de parler de la défense, c'est Trump, l'élection de Trump. Vous dites d'ailleurs, vous le qualifiez, je ne sais pas si en vous amusant un peu, on pourrait lui donner le titre de père refondateur de l'Union, vous dites. C'est vrai que quand Trump arrive au pouvoir, tout de suite, il a changé finalement la donne, en tout cas vis-à-vis des Français, puisque nous étions toujours suspectés, comme on l'a dit, d'être anti-américains ou pas très atlantistes, et de vouloir promouvoir l'Europe puissance et vouloir faire de l'Europe un acteur militaire et diplomatique. Or, Trump, en montrant que la garantie de sécurité américaine devait pas forcément être tenue pour éternellement acquise, ou en tout cas pas totalement, a finalement donné un coup de fouet à ce projet. Écoutez, moi quand j'arrive au Parlement européen, donc en 2019, je lance la blague, surtout avec les députés que j'avais connus comme homme politique et moi comme journaliste, donc que je connaissais bien, et je leur dis, écoutez, on lance une souscription pour que chaque commune de l'Union européenne érige un monument à Donald Trump, père refondateur de l'Union européenne. Et ils éclataient tous de rire, parce qu'ils comprenaient très très bien ce que je disais, parce que réellement, pendant sa première campagne électorale, Trump avait dit noir sur blanc que si l'un des pays baltes était attaqué, il n'avait pas précisé par qui, mais enfin on se doutait bien que ce n'était pas par les Martiens, que si l'un des pays baltes était attaqué, avant de se porter à son secours, les États-Unis devraient vérifier que ce pays était à jour de sa participation financière à l'Alliance Atlantique. Dans la seconde, les mâchoires se sont décrochées, non seulement dans les pays baltes, dans toute l'Europe centrale, en Pologne, dans les plus atlantistes des vieux pays de l'Union européenne, parce qu'on dit les vieux et les nouveaux. Je pense aux Pays-Bas, mais je pense aussi à la Suède ou au Danemark. Comment, quoi, etc. Et du jour où Trump a dit ça, le tabou qui pesait depuis toujours sur l'idée même d'une défense européenne commune est tombé. Mais vraiment tombé. Bing, boum. C'était fini. Là-dessus, si vous me permettez d'enchaîner, là-dessus arrive Madame Covid, comme dit l'Académie française. Vous savez que Covid est au féminin. Arrive Madame Covid. Et Madame Covid, oui, il y a monsieur sur la couverture, parce que l'éditeur n'a jamais voulu que je mette Madame. Et bon, bref. Et là-dessus, les économies européennes se retrouvent dans un tel état que Emmanuel Macron ne met que 10 jours, ou 8 jours même, à convaincre Madame Merkel, la chancelière allemande, qu'il fallait un emprunt commun des 27 États membres de l'Union européenne pour relancer nos économies.
souvenons-nous que pour faire évoluer Madame Merkel sur le plus petit des sujets, il fallait 6 mois. Il fallait 6 mois pour la convaincre d'envisager peut-être une évolution. Et ensuite 6 mois pour que... Non, là, ça s'est fait comme ça. Et le chancelier, le président et la chancelière arrivent à un conseil européen et plaident 750 milliards d'emprunts communs. On entend un choc terrible. C'est M. Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas, qui tombe de sa chaise, à moitié évanoui, qui se dit mais c'est pas possible, etc., etc. Bon, on l'a ranimé, et au matin, il a bien été obligé d'admettre, premièrement, qu'il y avait un rapport de force au Conseil européen, et deuxièmement, que cette proposition n'était pas infondée. Deuxième tabou qui tombe. Et lequel? Et là-dessus, on dit mais cet argent, ça va être de l'argent européen qui va être mis à la disposition des États membres, de chacun des États membres. Mais enfin, il faut bien qu'il y ait un contrôle commun sur l'usage de cet argent commun. Et donc, troisième tabou qui tombe, politique industrielle. Par parenthèse, la France plaidait les politiques industrielles européennes depuis toujours, et on leur répondait aux Français, mais écoutez, chers amis français, et vous savez, le temps de Colbert est passé, même Napoléon III est mort, même le général de Gaulle et Georges Pompidou, non, vous savez, ce sont les entreprises aujourd'hui, etc., etc. Bah, on passe aux politiques industrielles. Et là-dessus, M. Poutine agresse l'Ukraine, et en moins de 3 jours, les 27 États européens décident d'un train de sanctions aussi jamais vu que le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie dans les autres banques centrales, un truc qui ne s'est jamais fait, jamais, le gel des avoirs d'une banque centrale. Et la mobilisation des arsenaux des 27 États pour envoyer des armes. Et au moment où l'Union européenne envoie des armes, M. Biden et son administration en seront toujours à dire que non, il n'est pas question que les États-Unis interviennent. Nous sommes passés maintenant aux commandes communes de munitions, aux commandes et aux achats, et donc au paiement commun de munitions. C'est-à-dire que, ça y est, out of necessity, ça se dit à Londres, je crois, out of necessity, out of necessity, on est passé à cela, aux achats d'armes en commun. C'est une chose invraisemblable. Pas du tout prévu dans les traités. Pas plus qu'il n'était prévu dans les traités que la Commission organise l'achat commun des vaccins contre le Covid. Eh bien, voilà. On est en train de réinventer l'Union européenne en marchant, grâce ou à cause, je vous laisse choisir, de M. Trump, Mme Covid et M. Poutine. Alors ça, ce sont pour les avancées. On terminera en tout cas pour ma partie après, justement, sur peut-être quelles peuvent être les prochaines étapes et comment vous les voyez ou comment vous les souhaitez. Mais avant, puisqu'on est ici à Londres, justement, le Brexit. Le Brexit avait été aussi quand même une petite sonnette d'alarme. On s'était aperçu, alors même si l'Europe est souvent caricaturée, vous le dites dans votre livre, quand on dit Bruxelles, mais Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Voilà, c'est la capitale de la Belgique. Et en fait, l'Union européenne ne fait que mettre en musique, enfin les décisions comme des États souverains, et donc il faut quand même, dans les grandes lignes. Donc en tout cas, il y a malgré cela cette espèce d'image d'une bureaucratie européenne, de technocrates non élus, d'une bureaucratie qui encore une fois est un peu désincarnée. L'autre jour j'interviewais Theodor Zeldin, qui est quand même loin d'être anti-européen, et qui me disait le problème de l'Europe, c'est que elle a été faite par des juristes, elle ne sait pas se faire aimer maintenant. Or, les peuples aujourd'hui ont besoin d'être aimés. Ça ne leur suffit plus de voter. Il faut qu'ils soient aimés. Donc il faut. Voilà. Bon. Donc il y a tout ça, et on a l'impression en 2016, quand il y a eu ce vote pour le Brexit, il y a eu des tas de voix qui disaient oui, mais alors c'était voilà, le signal d'alarme est tiré. Il faut une Europe en effet plus proche des citoyens, plus démocratique. Alors je ne sais pas. Voilà.
Alors ça c'est une chose, et il se trouve que vous êtes au Parlement européen, et vous nous parlez du Parlement européen de manière assez... Parfois vous êtes assez cruel sur certaines choses, des dysfonctionnements, quand vous dites que par exemple ils font très attention à tout ce qui hérite de MeToo, du harcèlement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais qu'en même temps par contre, voilà, pour le côté financier, les notes de frais, la gabegie des 2 sièges, etc., tout le monde s'en fiche un peu, bon ça c'est une chose, mais vous dites... Donc vous êtes assez cruel parfois, et en même temps aussi, vous montrez aussi tout ce qu'il peut y avoir de bien et d'intéressant au Parlement européen. Et vous avez cette phrase d'ailleurs que je trouve très belle. Vous dites, après tout, en quoi les vices du Vatican doivent-ils faire oublier les vertus du christianisme? Donc après tout, les vices des institutions européennes ne doivent pas faire désespérer de l'Union européenne. Mais donc, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous n'avez pas l'impression plutôt qu'on a un peu raté peut-être au-delà de ces projets politiques qui sont en train de se faire, qu'on rate un peu quand même ce fonctionnement des institutions européennes pour les rendre plus lisibles, plus compréhensibles, parce que je pense que les gens surtout ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'on n'a pas là encore un beau chantier devant nous? Écoutez, quand les bureaucrates abominables ont voulu démocratiser, c'est-à-dire rendre plus clair, tout simplement, le fonctionnement des institutions européennes, avec le projet de traité constitutionnel, les peuples, parce que c'est pas seulement les Français, c'était les Français, les Néerlandais et bien d'autres peuples, s'ils avaient été consultés par référendum, ont dit non. On dit non. Alors, oui, bien sûr qu'il faudrait faire plus. Bien sûr qu'il faudrait avoir une démocratie plus directe. La démocratie est indirecte dans l'Union européenne. Elle n'est pas du tout inexistante. Elle n'a jamais été inexistante. Les commissaires européens, c'est les membres de la Commission. La Commission est chargée de veiller à l'application et au respect des traités, négociés et signés par qui? Par les États, c'est-à-dire par les chefs d'État ou de gouvernement que nous élisons démocratiquement, parce qu'il n'y a, avec un problème avec M. Orban en Hongrie, enfin, il n'y a que des démocraties dans l'Union européenne. Le Parlement est élu au suffrage universel, les 450 millions et un peu plus de citoyens de l'Union européenne. Nous avons exactement, comme aux États-Unis, c'est-à-dire comme dans tout État fédéral en vérité, une chambre des États et une chambre de l'Union. Elle s'appelle la chambre de l'Union, la chambre des représentants aux États-Unis. Elle s'appelle le Parlement européen en Europe. La chambre des États s'appelle le Sénat aux États-Unis. Il s'appelle le Conseil européen en Europe. Exactement les mêmes règles de fonctionnement, avec une différence énorme. C'est que nous, le Parlement, nous avons très très peu de pouvoir. Nous en avons beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans, naturellement. Prenons du pouvoir. Nous imposons de plus en plus un rapport de force, mais non pas grâce aux institutions, mais grâce au rapport de force politique, ce qui est tout à fait différent. Mais fondamentalement, toutes les décisions qui sont prises dans l'Union européenne, c'est-à-dire les grandes inflexions, évidemment pas les décisions au jour le jour, sont prises pas à l'unanimité, qui plus est sur la plupart des sujets, en tout cas sur tous les sujets importants, à l'unanimité par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Donc, l'idée que les décisions seraient prises dans l'Union européenne par des bureaucrates anonymes, enfin, je ne sais pas d'où ça vient, c'est simplement absurde. Bon, l'idée qu'il n'y aurait pas de démocratie, ben alors à ce moment-là, très bien, disons comme quelques foudingues, ça existe dans notre pays, en France, qui maquille le président Macron en Hitler et qui explique qu'il n'y a plus de démocratie en France. Mais enfin, que nous sachions, il y a une démocratie en France, comme il y en a une aux Pays-Bas, en Italie, etc. etc. Et donc, dire que les décisions politiques ne seraient pas prises hors d'un fonctionnement démocratique, c'est aussi complètement absurde. Ce qui est en revanche absolument vrai, c'est que nos concitoyens ne maîtrisent pas le fonctionnement des institutions européennes. Mais là, je vais dire, à qui est la faute? Enfin, est-ce qu'on interdit à un Français, un Italien, un Néerlandais d'acheter un petit que sais-je? Or, si le que sais-je
est encore trop compliqué. Clic-clac, Conseil européen, clic-clac, Commission européenne, clic-clac, Parlement européen, c'est magnifiquement expliqué sur Wikipédia. En quelques paragraphes. C'est pas si compliqué à comprendre. Alors, il y a un problème, c'est que longtemps, l'Union européenne, qui s'appelait les communautés à l'époque, ne se sont occupées que de marchés communs et de montants compensatoires, etc., que tout le monde s'en fichait un petit peu. La PAC, tout ça a été extraordinairement, non pas bureaucratique, mais extraordinairement technique, pas du tout politique. Puis ensuite, on est passé à la monnaie. Alors la monnaie, ça devenait beaucoup plus politique. C'était la deuxième grande étape, un marché commun, puis monnaie unique. Mais c'était quand même de la finance, du taux de change, d'une banque centrale, etc., etc. Et maintenant, nous abordons, c'est le troisième, le troisième, je dirais, grand thème de mon bouquin, nous abordons véritablement l'étape, la troisième, celle de la construction d'une union politique. Et pourquoi, juste deux phrases, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on a un marché commun, quand on a une monnaie unique, qu'on y ajoute une défense commune, une politique étrangère commune, en pointillé naturellement, c'est le démarrage, ce n'est pas fait. Ça peut se casser la figure. Je ne pense pas que ça se cassera la figure, mais ça peut se casser la figure, bien évidemment. Quand on ajoute défense et politique étrangère commune à marché commun et monnaie unique, je m'excuse, ça s'appelle... Enfin, il ne faut pas prononcer le mot. Non. Donc je ne vais pas le prononcer. Ça s'appelle une union politique, on va dire. Mais déjà ça, il ne faut pas le prononcer. Et c'est pour ça que moi je suis absolument hostile, expérience faite, alors que je suis un fédéraliste absolument convaincu que je suis plus que jamais. Mais je suis absolument hostile à toute idée aujourd'hui de tentative de révision des traités. Pas du tout. Il faut continuer à transformer l'Union européenne en marchant et en le faisant à l'unanimité. Et en le faisant à l'unanimité de nos chefs d'État et de gouvernement. Et quand nous aurons véritablement transformé l'essai, c'est-à-dire entre, je ne sais pas moi, entre 7 et 15 ans, peut-être 5, peut-être 20, je ne sais pas, dans une poignée d'années en vérité, à l'échelle de l'histoire, à ce moment-là, oui, on pourra commencer à penser à modifier les traités. Et pour l'instant, si on ouvre ce dossier, on réouvre la guerre de religion. À quoi ça sert? Parce que quand on aura rouvert la guerre de religion, au pire, on n'arrivera pas à un compromis, ce sera un échec. Au mieux, on arrivera à un compromis. Ce compromis, on le présentera aux électorats ou au Parlement, référendum ou vote parlementaire, et il y aura au moins 4 ou 5 rejets. Donc, l'échec à ce moment-là est écrit d'avance. Donc, ne commençons pas. Continuons à marcher et à transformer l'Union out of necessity. Oui, ça oui, voilà, vous l'avez